Les IA de la semaine, les IA qui font de la musique de plus en plus poussée, qui font du montage vidéo aussi encore mieux que des meilleurs professionnels du montage, enfin peut-être pas tout à fait, mais ils avancent quand même, qui arrivent aussi à être les meilleurs vendeurs du monde, des robots au prix d'une voiture d'occasion, une bonne voiture sur le bon coin, hop, le même prix, tac, un robot. Et puis aussi alors des sujets un petit peu plus biologiques avec des clones de sauvegarde humains pour peut-être se soigner à l'avenir. Ça fait partie du programme de cet épisode de Tech Café. 2 fois par semaine, on passe en revue l'actu tech et IA pour comprendre ce qui compte vraiment. On enregistre l'épisode du vendredi, c'est l'épisode 487. Si vous découvrez Tech Café, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou au podcast pour être sûr d'avoir tous les épisodes et puis peut-être de réécouter les 486 et même plus autres épisodes qu'on a diffusés. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste. Et je ne suis pas seul, il est à la tech ce que les perceuses, visseuses, dévisseuses sont au bricolage. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Ça va très bien, donc je fais quand même beaucoup de bruit, mais bon... Pas tant. J'ai une Ryobi visseuse, c'est brushless là. Oh, c'est génial. Bon, si, ça fait du bruit, forcément, quand tu fais des trous dans le mur. Voilà, ça vibre un peu. Mais en soi, je trouve que ça fait moins de bruit que les vieilles perceuses à papa quand même. Donc non, puis t'es précis, oui, tu vas au bout des sujets. Je suis un ancien modèle, donc... Bah non, justement, t'es un modèle récent, brushless, tu es le brushless. Écoute, parfait, écoute en tout cas Guillaume, on va être parti sur le conducteur pour lequel j'ai donné les prémices en intro, mais avant qu'on en parle, si vous êtes abonné sur Patreon, vous êtes peut-être en train d'écouter cet épisode avant tout le monde, et évidemment, auquel cas, 1000 merci infiniment à Wimo, wymmo.com, le portail de diffusion d'annonces immobilières gratuit et rapide, et Duke Analytics, votre département data IA externalisé, 2 mécènes qu'on a l'immense honneur de pouvoir citer au début de chaque épisode. Il reste encore 3 places de mécènes si jamais vous voulez les prendre en charge sur les financements de votre boîte ou peut-être faire connaître votre projet. Ça peut être l'idée et vous serez cité à chaque épisode. Pas de nouveau soutien classique Patreon au moment d'enregistrer cet épisode. Faites partie de celles et ceux qui fouleront le tapis rouge fraîchement nettoyé que j'aurai le plaisir de citer dès la semaine prochaine. Je vous rappelle que le podcast est rendu possible par 2 types de personnes. D'une part, les abonnés actuels à Patreon, qu'on a déjà remerciés, qu'on remercie encore, et les personnes qui ne sont pas abonnées à Patreon, mais qui vont s'abonner en écoutant cet épisode et qui sont des personnes extraordinaires. Rendez-vous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. C'est un endroit que je cite souvent, et puis il y a des personnes qui me disent « Ah oui, effectivement, je pourrais venir, ça a l'air de discuter de sujets sympas, voilà, vous parlez pas que de tech, effectivement. » Mais ils font pas l'effort parce qu'ils connaissent pas Discord. Allez jeter un coup d'œil, c'est hyper simple d'aller s'inscrire, techcafé.fr/Discord, vous serez super bien guidé. Et sans autre forme de procès, Guillaume, on commence avec la sélection. Vous n'avez pas d'autres sélections sur Internet à la hauteur de cette sélection. Chaque semaine, la sélection des modèles de la semaine avec l'IA qui génère une réalité alternative cette semaine entre pointillisme, gaussienne et interaction en temps réel, tout un programme. Ouais, on commence tout de suite avec, c'est une rubrique traditionnelle maintenant, les modèles de la semaine, avec une recherche de Ant Group de l'université de Hong Kong aussi, qui s'appelle Avatar Pointilliste. Alors c'est la génération d'avatars en vidéo, et ça c'est un truc extrêmement courant désormais, c'est déjà monnaie courante en Asie. Utiliser l'apparence de quelqu'un pour vous vendre des trucs sur TikTok avec des vidéos 100% synthétiques, c'est saut 2024, vraiment. Non, désormais la nouvelle frontière, c'est créer des avatars en 3 dimensions, et c'est exactement ça que fait Avatar Pointilliste. Donc il génère un avatar en 3D en éclat de gaussienne, effectivement, avec ces petites taches comme ça en 3D, à partir d'une simple photo. Donc vous pouvez tourner autour de l'avatar, vous pouvez le voir sous tous les angles, vous pouvez choisir l'angle qui vous préférez, mais ça va plus loin puisqu'il est animé. Donc à partir d'une vidéo guide où vous faites des grimaces, l'algorithme est capable de gérer une gaussienne 3D animée qui fait les mêmes grimaces, mais avec le visage que vous voulez, avec un autre visage si ça vous chante. Donc vous pouvez vous cloner en 3D pour vendre des chaussettes, ou bien vous transformer en influenceuse beauté pour vanter les mérites d'un fond de teint à l'argile verte du Marais Poitevin, ce que vous voulez. Le détail intéressant de cette technique, c'est qu'elle est autorégressive, c'est-à-dire que les gaussiennes sont créées les unes après les autres, et pas d'un bloc par raffinement successif, comme on le fait avec de la diffusion. Là, on crée vraiment le modèle une tâche après l'autre, si vous voulez, comme ça, c'est assez intéressant. Alors, on voit arriver un petit peu une mode de l'autorégression aussi dans la génération de D3D, ce qui est assez marrant, parce qu'en parallèle, il y a un certain nombre de recherches sur les modèles de langage par diffusion. Donc tout ça se mélange, toutes les modalités, et puis les techniques se mélangent un petit peu. Alors, j'aurais pu parler d'un modèle qui s'appelle DFlash, d'ailleurs, qui accélère la diffusion de la génération de texte en parallélisant ça au maximum, ça va beaucoup plus vite. Il y a des trucs, il faudra y revenir dessus, il y a des trucs qui se passent là-dedans aussi.
Mais on va continuer dans la 3D avec un truc qui s'appelle Gaussian GPT, qui est, comme son nom l'indique plutôt bien, un générateur d'éclats gaussiennes, mais qui est aussi autorégressif. Autorégressif comme les GPT. C'est pour ça, en fait, qu'il utilise GPT dans le titre. Alors, Gaussian GPT, c'est l'université de Munich, et on pourrait le décrire comme une sorte de Stable Diffusion pour la 3D, dans le sens où tu génères des photos en 3D au lieu de générer des images en 2D. Sauf que pour le moment, ça génère que des intérieurs. Voilà. Comme question maison, quoi. Voilà, des intérieurs, un appartement, un salon, un lit, la chambre, tout ça. Ça Et plaira pour aux l'instant, architectes d'intérieur. complètement, voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas de prompt pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas de prompt en texte, en fait. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ça n'utilise pas de diffusion. Donc, il est autorégressif. Donc, l'essai lui-même, c'est un algorithme qui va générer des intérieurs de maison tout à fait cohérents, mais au hasard, et, tranche par tranche. Bah, il part du mur, et puis il continue tranche par tranche jusqu'au mur d'après, puis il continue. Sa nature autorégressive lui permet un usage assez rigolo, c'est-à-dire qu'il est capable de compléter un début de scène. Comme il génère dans l'ordre les gaussiennes, c'est-à-dire les pixels en 3D, quoi, si vous voulez, hein, les uns après les autres, ben, vous pouvez, comme si c'était un modèle de langage, lui donner un début de scène. Par exemple, vous avez, je sais pas, 2 murs, une table et des chaises. Ben, si vous voulez le laisser continuer, et comme un modèle de langage va générer un texte cohérent, ben, Gaussian GPT va générer un intérieur complet qui va naturellement prolonger ce que vous avez donné, quoi. Donc la suite de la salle à manger, je sais pas, dans l'exemple, et puis si vous avez débuté avec un lit, ben, il aura généré une chambre, voilà, puis le reste de la maison, etc. Quand je dis que le Il faut modèle quand même donc lui fournir un début, c'est ça, un morceau de l'intérieur, un mur, un lit, tu un peux le meuble. conditionner avec un début, effectivement, de scène, ou D'accord. sinon il génère entièrement au hasard. Pour l'instant, Ok. c'est de la recherche, hein, je veux dire. Pour l'instant, c'est pas Mhm. un truc que vous pouvez utiliser, je pense, qui C'est soit pas génial. très, 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 très utile, mais c'est, voilà, Mhm. c'est une démonstration, quoi. Alors, quand je dis qu'il génère des pixels en 3D les uns après les autres, je simplifie lourdement. En réalité, le modèle génère effectivement token après token, mais ces tokens-là, en fait, ils vont représenter un morceau compressé de la scène en 3D. Donc, c'est une sorte de bloc. Donc, Mhm. en tout cas, ça fait des intérieurs qui sont plutôt coquets et cosy, n'est-ce pas? Oui, ça donne envie d'y aller, effectivement. Ça révolutionnera peut-être pas l'architecture d'intérieur que tu as, mais voilà, c'est une génération de scènes autorégressives en 3D qui est tout à fait viable. Et on va finir ce petit tunnel avec un modèle qui est une sorte de modèle de monde qui ouvre des perspectives qui sont assez rigolotes quand même, en tout cas, s'il est à la hauteur de ce qu'il annonce. Parce qu'il est complètement open source et qu'a priori, vous pouvez le télécharger et l'utiliser chez vous si vous avez le matos, quoi. Ça s'appelle InSpatio World. Et son but, c'est de rendre des vidéos qui existent déjà, mais de les rendre interactives. Tu prends des vidéos que tu as fait Mhm. avec ton téléphone et tu les rends interactives. Le système utilise son propre modèle, qui n'est pas si gros que ça. Bon, il fait 1,3 milliard de paramètres, c'est pas si petit, mais je veux dire, ça rentrerait sur une bonne configuration, a priori, hein, c'est sur Hugging Face. Il utilise aussi d'autres éléments qui sont aussi disponibles librement. Hein. Il y a des logiciels ou des modèles de génération vidéo, d'estimation de profondeur, etc. Et donc, pour vous donner une idée, un des exemples de base qui est montré, c'est une vidéo de 2 gamins qui jouent dans l'herbe. Donc imaginez, vous t'as filmé tes 2 garçons en train de faire un truc dans l'herbe, un truc normal, je sais pas, arracher les pattes d'un scarabée par exemple, un truc de garçon, Normal. quoi. Ouais. Vous avez cette vidéo sur votre téléphone, vous le mettez dans InSpatio World et vous pouvez non seulement déplacer le point de vue pour, déplacer le point de vue ou tourner autour des 2 gamins, aller au-dessus ou aller regarder complètement autre chose de beaucoup plus intéressant que vos 2 rejetons un petit peu demeurés là. Vous pouvez, vous déplacer puis aller regarder autre chose dans la scène. Évidemment, au bout d'un moment, ça va être des trucs totalement synthétiques, hein, qui sont totalement imaginés, mais vous pouvez vous déplacer dans cet environnement, voilà, alors pas évidemment sur des kilomètres, hein, mais pas mal, quoi. Alors vous pouvez aussi ralentir le temps ou l'inverser tout en bougeant. Donc vous pouvez observer la scène d'un autre point de vue, mais vous pouvez la faire, vous pouvez la faire disons, si vous la faites au ralenti, ça fait en gros une scène de Matrix, quoi. Vous pouvez prendre Mhm. n'importe laquelle de vos vidéos et en faire une scène de Un Matrix. bullet time, je sais Un plus bullet comment on dit time, ici, exactement. bullet Si, c'est time. un bullet time, tout à fait, c'est ça. Et donc le modèle reste cohérent sur 10-20 secondes, peut-être 30 si tu bouges pas trop. Donc c'est pas énorme, mais ça veut quand même dire que tu peux revisiter tes propres vidéos comme ça, éventuellement sur ton propre PC, un petit peu costaud, quoi. Il y a une démo en ligne, si vous voulez vous faire une idée, c'est worldinspatio.com. Ça dure pas longtemps, hein, mais ça donne envie d'essayer de tester chez soi. Si je reprends l'info du modèle des avatars en pointillés, pointillistes là, et celui-ci, je trouve que quand tu mets les deux news en parallèle, tu as vraiment des outils géniaux pour te projeter sur un métavers, un casque de réalité virtuelle, un Apple Vision Pro qui te permettrait de repenser la manière dont on évolue dans des vidéos souvenirs et dont on représente notre avatar. C'est quand même con que le métavers chez Meta, ça ait pas plus marché que ça, parce que on voit que bon, après le temps réel rend ça très compliqué, mais sinon d'un point de vue,
technologie, il y a des choses absolument fascinantes qui se font, Bah, comme ça en ce d'ailleurs, moment. je crois qu'il y avait il y a des applications éclat de gaussienne pour les casques, MetaQuest, hein, il me semble, hein. Ouais. Oui, Il il y me a semble que tu avais ça mentionné se un fait, hein, sujet. oui, ou Mmh. ils avaient, sorti, il y a pas enfin, il y a quelque temps, il y a pas très, très longtemps, un logiciel de scan 3D. Tu pouvais Ouais, scanner une pièce, je sais pas, chez toi et puis la ouais. visiter et puis même l'envoyer ou la visiter avec quelqu'un d'autre, ce genre de truc, je crois qu'il avait démontré. Bon après ça a pas forcément pris, après pour les trucs Effectivement. génératifs, ça demande quand même une puissance de calcul qui est encore vraiment Ouais. significative pour que ce soit en Mmh. temps réel, quoi, Ouais, hein. je comprends. Ouais, je comprends. Bah, par contre, le Spatio World là, effectivement, je trouverais ça génial qu'on puisse proposer ça, bah, sur la base de nos vidéos comme ça pour revisiter des souvenirs, ce serait génial. En sachant que, bah, évidemment, est-ce que c'est des vrais souvenirs, qui sont, repensés par la machine? J'ai tendance à penser que oui pour partie, mais bon, écoute, ça pose des questions sur l'authenticité de ce qu'on voit une fois de plus. À propos d'authenticité, on peut, voilà, on va faire parler un peu les images, les vidéos. Que serait une bonne vidéo sans un bon montage? On peut continuer effectivement cette revue des IA de la semaine avec les vidéos et précisément l'édition de vidéos avec un nouveau métier, je pense, hein, qui va être menacé par l'IA, celui de monteur, celui qui assemble comme ça à la main les différents rushs d'une vidéo avec la musique évidemment, hein, pour susciter, bah, peut-être une émotion, de l'énergie et je pense qu'il a qu'à bien se tenir, hein. Bah, on va commencer, ce deuxième tunnel avec un nouvel agent puisque, bon, c'est un nouvel agent donc évidemment il s'appelle quelque chose Claude, hein, puisque depuis OpenClaw, tout ce qui est agentique s'appelle le truc Claude, donc là c'est CutClaw. Donc il fait des cuts, c'est un agent qui fait du montage vidéo et c'est Tencent qui, avec l'université de Pékin, nous propose ça. La promesse, est assez incroyable puisque la promesse, c'est vous donner des rushs, des clips vidéo, des rushs quoi. Ensuite une bande son et puis des instructions sous forme d'un prompt texte et CutClaw s'occupe de faire le montage au cordeau avec la musique synchronisée comme un pro. CutClaw, c'est pas un modèle, c'est pas une IA, c'est un outil qui Mmh. utilise plein d'IA différentes. Il va en avoir besoin pour interpréter ce qu'il y a dans les vidéos, bien entendu, retranscrire le son, savoir ce qui est dit, savoir, où est la musique et comment elle se comporte, comprendre le sens des images. Il aura aussi besoin d'un modèle de langage pour écrire les scripts, faire la planification bien sûr, exécuter et coordonner les outils qu'il va utiliser et donc il va utiliser des modèles multimodaux qui font un peu tout, hein, comme Gemini 3 par exemple fait déjà un petit peu tout ça et comme un véritable agent, il va, parfois devoir travailler très longtemps sur un projet. Il va commencer par regarder toutes les vidéos, évidemment, hein, écouter Ça, tout c'est long. écouter le son, planifier pas forcément, mais ça Oh là dépend de la là. vitesse du modèle évidemment. Ouais. Il va tout regarder, tout écouter, il va planifier un premier brouillon, il va le faire, le visualiser, il va voir ce qui peut être amélioré, itérer dessus et cetera. Donc Cutclaw, c'est pas une IA, c'est pas une nouvelle IA, c'est un nouvel environnement agentique comme Claude Code ou OpenCode ou Ouais, Claude Cowork, mais pour la vidéo. ouais. C'est vraiment comme ça que c'est pensé. D'ailleurs, exactement comme un OpenCode, hein, CodeClaw est complètement agnostique vis-à-vis du modèle. Vous pouvez, Ouais. toujours vous pouvez, mettre celui que vous voulez quoi, hein, celui pour lequel vous payez. Il est toujours en chantier aussi, hein, utilisez-le à vos risques et périls, mais bon voilà, vous pouvez l'essayer et Il donc doit on com cramer du token lui aussi, j'imagine? oh à mon avis, ça il analyse des vidéos donc C'est ça. faites attention parce que ça en fait du token des vidéos donc Ça non, va c'est bouffer votre forfait, effectivement ouais. donc on commence à voir arriver des environnements agentiques qui sont prévus pour des fonctions et des métiers spécifiques. Et c'est vraiment une tendance générale. C'est vrai que c'est dans C'est la fou. programmation que les IA sont le plus rapidement devenues, suffisamment efficaces pour être adoptées dans la vraie vie, quoi. Les premiers environnements agentiques, en fait, c'était fait pour les programmeurs, hein, c'est les Claude Code et compagnie, hein. Et c'est aussi bien sûr parce que les fabricants d'IA ont mis le paquet dessus, sur le code, je veux dire, parce que, bah, c'est le secteur qui rapporte beaucoup d'argent et que, bah, bien entendu, tout ce qui est mathématiques ou programmation, bah, ça se prête bien à l'apprentissage par renforcement parce que tu peux, bah, créer, facilement des exemples et puis, facilement vérifier bah, ce que c'est vrai quoi, voilà, que le code Et puis il y fonctionne a et une que base qui est vachement bien documentée en plus, oui, au oui, il y a passage, beaucoup pour le de il y code. a effectivement énormément de code qui ouverts disponibles, hein, bien entendu, il y a énormément tu peux scanner plein de dépôts de code, tout ça. Mais, c'est Mmh. vrai que ce côté, RL, apprentissage par renforcement est très très important parce que Heu, tu sais si, tu as bon ou pas une question de mathématiques. Tu peux toujours démontrer, Mmh. enfin, tu peux toujours savoir si tu as bon ou pas. Tu peux toujours vérifier si un programme fonctionne ou pas et s'il a aussi les sorties qu'il devrait ou pas, tu vois? Par contre pour, Mmh. je sais pas, la composition de texte, ouverte, bah, c'est beaucoup plus difficile de savoir si c'est bon ou pas. C'est difficile à évaluer. Ouais.
L'évaluation étant plus difficile, disons, l'évaluation étant plus facile pour la programmation, par exemple, ça aussi a été développé plus rapidement. Mais les modèles deviennent de plus en plus puissants de manière générale aussi, tu vois. Donc on a parlé de Mythos dans l'hebdomadaire, qui apparemment envoie du lourd. Donc les codeurs sont les premiers concernés, mais c'est pas les derniers. Donc on avait parlé aussi de Cloud Cowork ou de Codex, qui s'ouvrent petit à petit à des tâches qui sont au-delà de la programmation, des tâches qui sont plus généralistes. Évidemment, OpenClaw, c'est ça, on utilise des LLM pour faire des trucs ouverts, enfin voilà, tu fais ce que tu veux, enfin en tout cas, ce qu'il est capable de faire, quoi, mais a priori, c'est pas un domaine particulier. Et CutClaw, donc, on voit, c'est une extension de ce genre de truc à encore un autre secteur, qui est celui du montage vidéo. Et ça risque de grignoter d'ailleurs de plus en plus de secteurs, au fur et à mesure. Bon, on continue quand J'arrive même pas à avoir d'autres idées de métiers comme ça qui pourraient être concernés, et pourtant je suis sûr qu'il y en a plein, mais là spontanément, je sais pas d'autres idées. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le son, par exemple. Et tu peux Ouais. tu peux imaginer la même chose pour le son, pour monter des Ouais. émissions sonores, des podcasts, ce genre de trucs. Montage de podcast, oh là là. Tu peux imaginer, tu peux tout imaginer, puisque ça dépend des modalités que tu utilises, mais si tu veux, de plus en plus, et puis là, effectivement, avec les modèles qui arrivent, et puis ça risque de continuer, a priori, tout métier, enfin disons toute activité qui est 100% numérisable est potentiellement exposée à être automatisée un jour, si les modèles en ont la capacité. Tu sais que tu décris quand même un secteur dont on parle régulièrement dans Tech Café et dans la tech en général, c'est le jeu vidéo quand même, hein? Enfin mais Totalement. ça revêt tellement de choses de moins toute façon, spécialisées que ceux qui travaillent dans ce secteur-là, ils sont pas bien, Enfin, je veux dire, ils ont peur ouais, et ils ont j'imagine. raison, malheureusement, parce que Ils étaient pas très bien déjà avant, en plus, c'est malheureusement. vraiment, économiquement, c'est vraiment une très, très mauvaise passe pour le jeu vidéo depuis des années déjà, c'est assez terrible, et là, c'est vrai que l'IA, ça rajoute une couche, parce que, clairement, c'est bon. Écoute, je vais quand même conclure les trucs parce que je voulais aussi parler Oui. de Void, qui est qui est un modèle, qui est une IA de Netflix et de l'université de Sofia. Donc c'est Netflix qui a cofinancé le développement de Void. Et Void, ça veut dire Video Object and Interaction Deletion, donc interaction et élimination d'objets en vidéo. On imagine immédiatement à quoi ça peut C'est intéresser bluffant, Netflix, ça. évidemment, de pouvoir Ouais. éliminer des éléments dans une vidéo. T'as Ouais. un faux raccord, t'as un micro ou un pied de caméraman dans le cadre, c'est plus un problème, quoi, tu les élimines en post-prod. Mais ça va même plus loin que ça, parce que finalement, tu voulais pas de chien dans cette scène. Il y a un chien, mais c'est chiant. Ou tu voulais pas d'enfants, c'est encore plus chiant, les enfants. Bon. C'est toujours mieux sans enfants, voilà. Donc, délimitez-les, délimite l'enfant, là, tu montres l'enfant, c'est très très facile, parce que maintenant, tu as des modèles de segmentation, même en vidéo, comme Sam de Meta, qui font ça de manière complètement automatisée. Et donc, tu donnes le masque donc à Void, et puis Void te le vire, voilà. Alors vous allez me dire, c'est rien d'extraordinaire. Les générateurs vidéo sont déjà capables d'éliminer des éléments, des objets dans une scène. C'est vrai, mais là où Void va beaucoup plus loin, c'est qu'il élimine aussi les interactions de ces objets, les conséquences de la présence de ces objets. Si les objets sont plus là, les conséquences disparaissent aussi. Les interactions avec le décor disparaissent. Par exemple, vous avez 4 personnes qui font du bowling dans l'herbe, dans le jardin, ils envoient une boule de bowling dans les quilles, les quilles elles tombent quand la boule touche, c'est normal. Maintenant, vous virez le groupe de la vidéo, du coup, ils lancent plus la boule, du coup, les quilles elles bougent plus. Et ça, Void le comprend. Donc, vous donnez la première vidéo à Void, vous dites je veux plus la boule, enfin, je veux plus les gens ni la boule, et il vous régénère la vidéo, mais sans que les quilles ne tombent. Ce qui me laisse imaginer que c'est presque plus une IA de gestion de physique qu'une IA de gestion de vidéo, finalement. Totalement. D'ailleurs, il y a une autre vidéo où il y a une voiture qui roule et qui se prend une autre voiture de plein fouet. C'est vu de haut, c'est une vue aérienne. Si vous éliminez la deuxième voiture, Void va représenter la première qui roule peinard, tranquille, sans aucun accident. Donc Void comprend la physique, effectivement, de ce qui se passe dans la vidéo, et il est capable d'en reproduire une autre vidéo, dans des conditions différentes. Il a été entraîné par énormément de données synthétiques, justement, par des mouvements, sur des mouvements qui sont réalistes, c'est-à-dire sur des mouvements qui sont physiquement réalistes. Donc effectivement, c'est des simulations physiques qui ont été faites avec des moteurs 3D, quoi, qui ont servi à entraîner Void. Mais ça qui est rigolo, il a aussi été entraîné sur ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on a fabriqué des mauvais exemples et on lui a dit « ne fais pas ça ». Et c'est vrai qu'on peut aussi faire ça. Si on peut montrer ce qu'il faut faire et lui dire, le récompenser s'il fait ce qu'il faut, mais si on peut aussi lui montrer ce qu'il ne faut pas faire et le châtier s'il fait pas s'il le fait, justement. Donc fondamentalement, ça reste de la génération vidéo, et le fait que Netflix fasse partie des cofinanceurs de l'étude,
ça montre que les studios sont très intéressés, tu vois, les professionnels sont très Mmh. intéressés par toutes ces capacités. Des Bien capacités qui sûr. continuent d'évoluer et on n'est pas prêt pour ce qui arrive, hein. D'ailleurs, il y a un nouveau générateur qui est actuellement en test sous le nom de code Happy Horse. C'est un cheval content, voilà, c'est un cheval content et il a l'air, impressionnant, monstrueux même, parce qu'il y a une vidéo de démonstration de 7 secondes sur X, de ce qu'est capable de faire le cheval content là. Jamais j'aurais deviné que c'était synthétique. C'est un groupe de 3 personnes qui fait du yoga en extérieur, debout près d'une cascade. Il a fallu que j'agrandisse la vidéo en énorme, hein, pour détecter une légère anomalie sur la chute d'eau et je suis pas sûr que ce soit pas la compression, en fait. Mmh. Les 3 personnes sont anatomiquement parfaites. Elle est très, très loin l'époque où il y avait 6 doigts aux mains ou ce genre de truc, hein. Les 3 Ouais, personnes, elles carrément. sont, voilà, c'est des personnes normales, il y a pas de problème, le visage, les habits, la lumière, il y a tout qui colle, quoi, hein, donc c'est et alors, ça vient de qui? Alors le cheval, il se pourrait que ce soit un modèle d'Alibaba, parce que c'est le site The Information qui révèle ça. Si c'est vrai, autant dire que les Chinois, ils ont une grosse longueur d'avance, en ce qui concerne la Ouais. génération vidéo. Parce qu'entre Seedance 2, qui est probablement actuellement le meilleur modèle de génération vidéo, et Cheval Content, c'est ByteDance contre Alibaba, quoi, hein. Et alors que chez nous, Sora 2 vient de décéder, je rappelle. Donc si les occidentaux veulent exister, il va falloir qu'ils se réveillent quand même, hein. On verra si Google nous dévoile VO4, par exemple, à la Google I/O. Je sais pas si c'est la compression effectivement ou le modèle. J'ai juste un élément, il faut la mettre en grand, hein, l'image, mais il y a le monsieur yoga, son pied gauche, il a un orteil de plus, je pense et au contraire, sa voisine de droite, elle a un orteil de moins, voire, très peu Ah, c'est d'orteils marrant, à j'ai l'autre pas pied regardé, peut-être et pas c'est regardé. un élément, mais c'est trompeur. Enfin, franchement, il faut l'avoir en plein écran. Là, je l'ai mis en plein écran, pendant qu'on en échange, mais et il faut s'arrêter Est-ce en que plus. la cascade derrière, elle clignote un peu? Je la trouve pas clignotante moi, mais Bon, je bah, tu me vois, moi, trompe c'était ça le peut-être. problème, donc OK. Ouais, Bon, comme bah, je sais pas. quoi, non. Ouais, très, très légèrement peut-être, mais c'est enfin bon, j'aurais pas pensé que c'était ça le problème. Non, c'est bluffant. C'est complètement ouf ce qu'on arrive à faire quand tu penses qu'il y a quelques années seulement. Enfin bon, voilà, je me répète à chaque fois, bref. Hem, Guillaume, je sais pas si tu te rappelles, la semaine dernière, j'ai fait un petit peu de Dalida. Bon, tu as senti, hein, que j'étais dans une prestation, de cantateur de haut vol. Je pense sérieusement à changer de carrière, passer du podcast à la chanson. Je Ouais. chante tellement juste, hein, vous l'avez constaté et puis en plus, il y a l'IA, hein et justement après la vidéo, on parle de musique avec les IA de la semaine et avec le service dont on vous a déjà parlé, mais qui continue à progresser. Le service Suno qui va encore repousser les limites. Oui, après avoir parlé de vidéo, c'est très logique de parler de musique avec Suno Mmh. 5.5, version qui va donner envie à tous ceux qui adorent chanter sous la douche, de se lancer puisqu'elle est capable d'utiliser votre voix dans des chansons synthétiques. Ah, Avec j'ai tellement l'IA, hâte. même si vous saviez jouer d'aucun instrument, vous pouvez quand même faire de la musique et maintenant, même si vous chantez comme une chèvre sourde, vous allez quand même pouvoir faire un album Une d'urban pop. chèvre, une Attends, non, chèvre mauvais sourde. exemple, c'était déjà le cas, bon, bref. Une chanson reggaeton, non, pareil, c'était le cas. Pop, Ah bon, ouais, non, ça bon, va. je vais arrêter avant de me faire trop d'ennemis vous avez compris le principe, hein. Suno 5.5 permet de personnaliser donc le modèle avec ta voix, mais aussi avec tes propres morceaux de musique au cas où t'en fais toi-même, hein, pourquoi pas, et qui Incroyable. permettront de guider le style des générations. De nouvelles fonctions centrées sur la personnalisation pour tenter de faire croire que la musique générative est tout aussi humaine que les autres, voilà. Mais de toute façon, pour l'instant, vous allez probablement avoir du mal à créer votre album avec Suno à cause de ces déboires judiciaires, puisque Ah avec oui. Universal, ça se passe pas bien. Suno et Udio ont été attaqués par les dinosaures de la musique, hein. Ils sont tellement gros, ces dinosaures, que ils préféraient quand même éviter un accord plutôt que de se prendre un gros coup de patte. Apparemment, entre Suno et Universal, il y a eu une grosse divergence de vues, malheureusement. Enfin, malheureusement, je sais pas, en tout cas, il y a eu une grosse divergence de vues, puisque Universal veut bien, moyennant un très gros chèque, laisser les utilisateurs de Suno tranquilles pour générer des chansons qui ressemblent beaucoup, hein, à celles de son catalogue, mais il veut que ces chansons restent sur l'application Suno. Il refuse qu'ils puissent les télécharger et les distribuer à l'extérieur. Une manière de contenir la concurrence, hein, que pour représenter la musique synthétique. Mais c'est une limitation qui rend aussi le service beaucoup moins attrayant. Et ça plaît pas du tout à Suno. Ils sont pas du tout d'accord sur ce point. Et la question, c'est de savoir aussi à qui appartient la musique d'ailleurs qui a été créée, hein. Ça, Mmh. c'est pas vraiment de réponse claire toujours là, hein. Suno se voit, lui, comme un outil de production musicale, comme un autre, je dirais, hein, vraiment. Il se voit comme un outil de production musicale, même destiné à se généraliser chez les pros, alors que manifestement, Universal veut que ça reste un service de divertissement pur avec des capacités très réduites. Donc pour l'instant, c'est une impasse, carrément. Donc je sais vraiment aucune idée de ce que ça va donner. À suivre, du coup, ça va nous donner des sujets à suivre dans Tech Café et il faut, évidemment s'abonner si c'est pas déjà le cas pour avoir la suite.
il y a quand même un truc qu'on remarque et je dirais que tu nous l'as déjà largement dessiné, dans l'épisode de mardi, l'épisode hebdomadaire, c'est que l'innovation dans l'IA, elle devient de plus en plus la chasse gardée des grandes boîtes tech. On parle des modèles qui sont, bah, oui, souvent fermés, on a parlé de Mythos évidemment, qui sont, bah, oui, hein, un peu des boîtes noires quelque part. La Chine propose pas mal de solutions dans des IA plus ouvertes. Est-ce qu'on peut imaginer que certaines petites boîtes tech avec des moyens un petit peu plus humbles proposent des alternatives en dehors de la Chine? Ou est-ce que, bah, à ton avis, il y a quand même que les grosses boîtes tech qui peuvent financer, ce type de gros développement? Écoute, on espère, évidemment que la réponse c'est, qu'on peut avoir des petites boîtes qui font encore du bon boulot. C'est vrai que les Chinois dominent très largement l'open source, enfin l'IA open source, hein, de la tête et des épaules, on va dire. Même si Google est revenu dans le jeu très récemment avec Gemma 4, hein, qui est très C'est vrai. efficace et très satisfaisant. Mais bon, c'est vrai que Google, ils en sortent un par an, quoi, de Gemma 1, et bon, ils sont plutôt bien quand ils sortent, mais le problème, c'est que les Chinois, ils en sortent plusieurs par mois. Il y a moins d'une semaine, sortait encore GLM 3.1 en point ouvert, qui est au niveau de Gemini 3.1 et pas loin d'Opus, quoi. Alors certes, il est absolument énorme, mais il est proche des performances de l'état de l'art quand même, hein, donc ça se comprend aussi. Ce que sont pas du tout les modèles de Google, par exemple. Mais c'est pas le but d'ailleurs de ces modèles-là en particulier, mais bon. Aucun occidental ne met à disposition des modèles aussi puissants que ça. Du coup, les Chinois continuent d'être très attrayants et peut-être trop. Et pour essayer de compenser un petit peu ce flux continuel d'IA chinoise, ben, il y a des petites startups qui font le maximum avec des petits moyens. Alors j'aurais pu évoquer Mistral, mais qui continue, hein, de publier quand même régulièrement Mmh. des modèles open source, mais c'est plus vraiment une startup, hein, à ce niveau-là. Cette fois, il faut mentionner les Américains de chez Arcy. Ils sont 26, ils sont américains, donc ils ont entraîné un modèle de 400 milliards de paramètres pour 20 millions de dollars, ce qui est remarquablement peu, parce que le modèle est quand même assez gros. Et ils l'ont mis à disposition en open source. C'est un modèle qui s'appelle Trinity, Trinity Large, et c'est le modèle open source le plus puissant qui soit non chinois. Quand on regarde les tests, effectivement, il se comporte plutôt pas mal vis-à-vis des Minimax et des GLM, hein. Il est pas si loin de Claude, même si j'imagine que les scores représentés, voilà, ils ont publié sont ceux qui sont le plus flatteurs. Oh, je l'ai pas testé, 400 milliards de paramètres, c'est pas totalement hors des capacités que j'ai à la maison. En tout cas, c'est très sympa d'avoir toutes ces alternatives ouvertes, hein, et pour une entreprise, évidemment, ça peut être aussi plus rassurant de pouvoir compter sur un modèle occidental pour commencer son business. Et puis bon, bah, un modèle open source de plus, c'est toujours bien, donc je dirais, arci beaucoup. Oh, j'en cherchais une depuis tout à l'heure, bah, bien vu. Qu'est-ce qui gagne un peu qu'est-ce que gagnent les boîtes chinoises quand ils font comme ça autant de modèles open source? J'arrive pas trop à comprendre, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Ils les vendent pas en plus, enfin voilà, ils peuvent effectivement mettre à disposition des modèles au travers de services, mais je trouve que derrière leur caractère prolifique, il y a évidemment la manifestation du fait que c'est un domaine de recherche très important, mais ça donne l'impression qu'ils font ça un peu à perte parce que, OK, on les utilise, mais ils y gagnent rien quand on utilise un modèle, open source finalement. Tu Oui, vois ce mais que ils je y veux dire? perdent pas grand-chose non plus en réalité, je pense. Parce que Mmh. de toute façon, même les modèles chinois les plus puissants, ceux qui peuvent vraiment rivaliser un petit peu avec les Ocloud et compagnie, ces modèles qui sont très gros et qu'une petite minorité de gens peuvent exécuter eux-mêmes. Donc c'est quand même eux Mmh. qui, la majeure partie de l'utilisation de leur modèle, c'est quand même eux qui la fournissent en fait. OK. Et ils Mmh. la fournissent en général assez peu cher en plus, qui reste donc attrayant par rapport aux modèles occidentaux. En tout cas, si t'as pas beaucoup de moyens. Et sinon, bah, effectivement, ceux dont le hobby, c'est d'essayer les petites IA, on s'en fout, hein, ils s'en foutent, en fait, hein, Mmh. complètement. Mmh. Ça leur fait de la bonne pub, pour le coup. Ça fait Ouais. parler Mmh. d'eux, ça fait parler Ça de fait du leur, soft power quelque part. Mmh. ça fait tot alors, donc pour L'influence. les boîtes, effectivement, ça fait de la bonne com, c'est-à-dire ça fait parler de la boîte, ça fait parler de la marque, ça fait parler des modèles, ça les fait connaître beaucoup, ça les fait adopter même, et bah, disons que ceux qui testent ces modèles-là chez eux ou sur leurs propres infrastructures peuvent avoir tendance à s'habituer à utiliser ces modèles-là et du coup après Eh passer oui. chez eux et voilà, en tout cas, avoir recours à leurs prestations à eux. Et puis, il faut voir aussi que pour la Chine, c'est effectivement, du soft power Mmh. qui est très intéressant. Parce que s'ils inondent le monde avec leurs propres intelligences artificielles, ben on en devient aussi dépendant, potentiellement. Ouais. C'est ça aussi le Et ça truc, hein, c'est que décrédibilise en plus l'offre commerciale américaine ou c'est d'autres pays d'ailleurs. évidemment, tout à fait, Mmh. c'est un Mmh. soft Ouais. power contre le soft power américain qui est très défaillant d'ailleurs, hein, dans ce cadre-là, puisque finalement il y a assez peu d'IA open source américaine par rapport à la masse d'IA open source chinoise. Donc il y a un véritable, ouais, il y a une véritable lutte de pouvoir comme ça,
C'est marrant parce qu'effectivement, ça a l'air d'être de la générosité, mais Ouais, c'est en ça fait réalité, généreux. effectivement, c'est du soft power et à la clé, si tu veux, derrière le soft power, il y a toujours forcément, la possibilité d'une domination, quoi, hein. Mmh. Marrant de voir que les luttes d'influence se font aussi dans ce domaine-là, finalement. On continue on continue avec les IA, qui sont doués en physique, hein, qui ont eu, leur bac avec, une mention et une bonne note dans la physique. On en a abordé une tout à l'heure qui arrive à comprendre, elle est vraiment très intelligente, hein. Qu'est-ce qui se passe si jamais on enlève un élément de la vidéo? Là, il s'agit plus de mécanique des fluides quelque part, Guillaume, c'est ça? Oui, les IA, ça sert pas qu'à faire des faux albums de Taylor Swift ou des téléréalités avec des fruits, hein, ça peut aussi Ah, accélérer ouf! énormément la science. En tout Ah, cas, les tant mieux. simulations de physique. Et c'est en Mmh. train de sérieusement remodeler les métiers du design automobile, par exemple. En tout cas, c'est chez General Motors. Parce que pour faire une voiture, il faut aussi faire pas mal de mécanique des fluides, hein. Au début, pour savoir à quel point une voiture était bien aérodynamique ou pas, il fallait créer des modèles en dur, des trucs en métal ou en plastique, ce que vous voulez, puis vous le mettez en soufflerie, puis regardez. Évidemment, c'était très long, et dès que tu faisais la moindre modification sur la voiture, il fallait tout refaire, c'était horrible. Bon, maintenant, évidemment, on a des simulations numériques, hein, depuis un moment, on a des simulations qui sont arrivées. Ça a tout changé. Tout d'un coup, on n'avait plus besoin de faire de maquettes, on pouvait simuler sur un ordinateur l'écoulement de l'air, changer les formes virtuellement, et itérer plus vite. Alors plus vite, pas forcément énormément plus vite non plus, parce que ça demande beaucoup de calculs si on veut des simulations de qualité, quoi, avec plein de détails. Et ça l'est toujours, c'est toujours comme ça d'ailleurs, hein, malgré tout. Aujourd'hui, le nouveau paradigme, c'est de prendre un modèle de deep learning, de lui apprendre comment l'air s'écoule sur telle ou telle forme de voiture, tel ou tel type de voiture, on va dire. Et une fois qu'un modèle est entraîné selon la précision qu'on veut, il est capable de donner directement le coefficient d'aérodynamisme de nouveaux véhicules, de nouveaux projets, quoi. Mais il le fait 1000 à 1 million de fois plus vite que si tu fais une Ah, simulation c'est numérique ouais, complète. le gain est On, énorme. on peut tout imaginer, hein, d'ailleurs, hein. On peut imaginer des modèles spécialisés pour chaque type de véhicule, hein, pour les SUV, pour les 4x4, pour les Les petites motos. voitures légères, je sais pas. Donc tu peux faire voilà, une IA par type de voiture, ou alors tu peux faire des modèles plus généralistes, qui sont beaucoup plus lourds, plus polyvalents, tu peux en faire qui peuvent reproduire les flux d'air, ou juste te donner des valeurs numériques quand tu leur donnes le gabarit du véhicule, quoi. Ça permet aux designers de tester beaucoup plus de possibilités, évidemment, de ne pas attendre potentiellement des heures, hein, les résultats d'une simulation. Ils peuvent avoir ça en quelques secondes. Alors, ça remplace pas complètement les simulations, parce que c'est des approximations d'approximations finalement, hein. Les modèles de machine learning font des approximations des résultats de simulations numériques qui sont eux-mêmes des approximations de la réalité. Les simulations ont encore leur place pour vérifier un design, surtout en phase quasi finale. Et bien sûr, pour entraîner les modèles. Après, ce que je viens de dire n'est pas forcément une opinion partagée par tout le monde. Parce que le fait que le machine learning soit moins précis que la simulation numérique qu'il limite, c'est Mmh. pas forcément une fatalité. Parce que, alors en tout cas, pour Neural Concept, c'est pas une fatalité. Neural Concept, c'est une startup qui est spécialisée dans les IA physiques, et en fait, ça dépend de ce que tu cherches à faire. Et ça dépend de comment tu entraînes. Parce qu'il est parfaitement possible que les IA deviennent plus précises que les simulations mathématiques, à condition de les entraîner sur des données réelles, sur les données expérimentales. Parce que c'est sûr que si tu entraînes une IA sur des simulations, elles seront moins précises que les simulations. Par Mmh. contre, si tu les entraînes sur les données réelles, elles pourront potentiellement voir des détails et des subtilités qu'il peut être très difficile ou très coûteux d'obtenir en simulation. Et OK. c'est d'autant plus vrai qu'on observe en physique un petit peu aussi ce qu'on voit dans les autres domaines à propos de l'IA, à savoir que la taille compte. Voilà. Et oui, la taille compte beaucoup. Au plus les modèles sont gros, au mieux ils ont tendance à généraliser, et au plus ils sont polyvalents. Au lieu d'avoir plein de petits modèles pour telle ou telle situation, on en a un gros qui va gérer tout de manière plus précise parce qu'il aura mieux compris, en fait, comment en général la physique se comporte. Tu vois, c'est... Voilà. Mmh. La vraie info, la vraie surprise pour moi, c'est de me rendre compte que les simulations sont encore coûteuses en calcul aujourd'hui, finalement. J'aurais pas pensé que, voilà, en 2025, 2026, c'était encore, coûteux en temps de Alors calcul si, comme mais c'est ça de parce faire que des c'est simulations, toujours mais plus précis. C'est toujours ça aussi. ouais, Avant, on se ouais. contentait de Mmh, trucs moins précis parce c'est qu'on n'avait sûr. pas le choix. Puis au fur et à mesure, qu'on veut des trucs toujours plus précis, avec des maillages toujours plus fins, et bon, voilà, hein, pas de secret. Et on se demande encore comment est-ce qu'ils ont pu sortir le Cybertruck compte tenu des moyens qu'on a pour vérifier l'aérodynamisme parce qu'à mon avis, ça doit pas être la folie. J'en sais rien d'ailleurs. Je dis ça, je pars du principe que le Cybertruck n'est pas du tout aérodynamique parce qu'il est très carré, mais Parce qu'il a une si ça tête se de... trouve, il Ouais, l'est. parce qu'il ressemble à une brique. Oui, mais ça... Ouais. Bah, en tout cas, moi, j'ai grandi dans une BX petit et je vois pas trop la différence. Bon, elles savent tout faire les La IA nouvelle et après BX.
Ça Oui, donne envie. bah, tu trouves pas que la voiture qui ressemble le plus au Cybertruck, c'est la BX, quoi, dans son style, dans son bon, pardon, Citroën, Citroën oui. BX. Quel visionnaire. Quel quel visionnaire Citroën. Allez, les IA qui savent tout faire, y compris, bah, voilà, produire du contenu, faire plein de choses, mais aussi vendre. Elles savent très, très bien vendre maintenant, Guillaume. Et oui, depuis l'apparition des chatbots fin 2022, on le voit arriver gros comme une maison. Un jour, ils se transformeront en VRP. Un jour, ils Ouais. feront comme 3 quarts des Instagrammeurs, ils essaieront de te vendre des trucs en te prenant par les sentiments, en jouant sur un faux sentiment de proximité. Ils vont t'enfumer sans que tu te rendes compte. Sam Altman lui-même avait qualifié cette éventualité de flippante. Qu'un chatbot, par sa pure puissance dialectique, puisse te faire acheter n'importe quoi, c'était un futur dystopique qu'encore aujourd'hui il refuse. Enfin, en tout cas pour l'instant, parce qu'on rappelle que les pubs sur ChatGPT, c'est des bonnes vieilles bannières plus ou moins ciblées par Mmh. les mots-clés, c'est tout. On espère bien Pour que ça le ne changera moment. jamais, mais Mmh. jusqu'à présent, on n'avait quand même pas fait le test. Finalement, est-ce que les chatbots sont aussi bons que ça pour nous, Je suis pour sûr nous qu'ils sont forcer à excellents. acheter les trucs Mais Est-ce oui, qu'un chatbot pourrait décrocher son BTS force de vente? Eh bien, moi je suis sûr que l'université de oui, Princeton nous confirme que oui. Malheureusement, oui. évidemment. Donc, ils ont utilisé le contexte de la recherche de la vente de livres, comme on pourrait en avoir sur Amazon, par exemple. Donc, ils ont comparé la recherche traditionnelle à celle assistée par IA, et dans la moitié des cas, cette IA essayait de nous vendre des livres sponsorisés, alors que dans l'autre moitié, elle se montrait totalement neutre vis-à-vis des livres, des questions que tu posais, quoi. C'est une étude qui porte sur 2000 personnes, les modèles utilisés sont relativement récents, c'est du Opus 4.5, Gemini 3 Pro, etc. Ils sont de plutôt bons vendeurs, puisqu'ils arrivent à persuader 61% des participants de choisir un produit sponsorisé. Alors que la technique traditionnelle, avec une recherche standard, ne fonctionne qu'à 22%. Un chatbot VRP est donc 3 fois plus efficace. Plus intéressant, le fait qu'un chatbot soit transparent sur ses intentions de te persuader ne change pas énormément les chiffres, parce qu'il y a toujours 55% des participants qui partent avec un livre. C'est fou, hein? En fait, ils sont relativement subtils, puisque les clients potentiels n'arrivent à détecter qu'ils sont en train de se faire avoir que dans moins de 10% des cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'apparemment, même quand on leur dit dans quelles conditions l'expérience s'est réalisée, donc même Ouais, quand ils réalisent que le chatbot les a influencés, il y a 37% des gens qui gardent le livre. ouais. Alors, il y a quand même 30% qui, même sans chatbot, en fait. Apparemment, quand tu as choisi le livre, tu le gardes parce que, je sais pas, Ouais, faut que tu il y a sans doute rationalises. des biais de confirmation de l'achat en plus, Je pense j'imagine aussi, qui ouais. Donc oui, les chatbots sont efficaces, ils peuvent être subtils et ça pourrait rapidement devenir un problème, parce que tu peux pas te prémunir de ça. Pour les pubs, tu as les anti-pubs, puis bon, de Bah toute oui. façon, des pubs, tu sais que c'est des pubs. Mais si le chatbot que tu utilises pour tout, en fait, puisque c'est devient un petit peu l'interface unique, c'est un peu le but de faire une interface unique et naturelle. Si cette interface unique et naturelle essaye de te manipuler, t'es un petit peu dans le caca, quoi. Et c'est une nouvelle forme de dark patterns en devenir. Mmh. Même si pour l'instant c'est pas utilisé, enfin, autant qu'on le sache, en tout cas par les grands acteurs de l'IA, je pense qu'une réglementation sur le sujet ne serait pas une mauvaise idée. Ouais, quelque part, par certains aspects, ils sont déjà utilisés parce que j'imagine qu'ils sont vraiment ce sont vraiment des outils qui sont très utilisés par, plein de copywriters, de par des marketeurs, des communicants. Donc quelque part, indirectement, ils sont très utilisés. Mais enfin là, on est quand même à une étape en plus où ils en sont responsables. Ce serait rigolo de faire le test. Je sais pas si vous, si je sais pas si ce serait pertinent, mais vous qui écoutez Tech Café, d'imaginer un truc que vous n'achèteriez vraiment, mais pas du tout, vous pensez pas du tout. Et ben, vous allez utiliser une IA un peu avancée, un peu intelligente et vous le promptez vraiment lourdement pour vraiment le mettre au défi de vous convaincre d'acheter ce que vous pensiez que vous n'achèteriez jamais. Ce serait rigolo de voir si, vous pourriez, s'il pourrait être pertinent. J'ai des doutes quand même, mais bon. Merci, avant qu'on continue, merci infiniment à nos mécènes Wimo.com et Duke Analytics qui sont, en plus d'être, les meilleurs mécènes du monde, parce qu'ils ont choisi de s'abonner sur patreon.com/techcafé et d'être cités à chaque épisode de Tech Café, d'être, des renforts affectifs pour moi qui n'ai pas eu de nouveaux Patreons qui se sont abonnés depuis la semaine dernière. Je suis très malheureux, mais heureusement ils sont là, et je peux citer, ces 2 soutiens indéfectibles. Si vous souhaitez faire comme eux et garantir le fait que Tech Café est et sera là encore longtemps, vous pouvez aussi financer l'émission en vous inscrivant, bah, vous, votre boîte, pourquoi pas, sur patreon.com/techcafé. Il reste 3 places de mécènes à leur côté. C'est probablement la plus belle manière de nous soutenir et de faire connaître votre activité. Mais bien sûr, sur Patreon, vous pouvez aussi participer à titre individuel parce que bah, vous vous marrez. Voilà, je sais que vous écoutez les épisodes de Tech Café en vous marrant parce qu'en plus, en même temps que vous vous marrez, vous avez une info
que vous trouvez nulle part ailleurs, qu'on rend vos trajets plus agréables, vos séances de body pump plus agréables, vos souffrances de courbatures après le body pump plus agréables, vos tâches ménagères plus agréables. Franchement, je pense que ça serait, dommage que ça s'arrête d'un coup comme ça. Il y a des niveaux de participation pour tous et vous accédez dès le premier niveau payant aux épisodes avant tout le monde et à l'écoute sans la pub. Quand vous avez l'épisode du mardi, vous savez qu'il vient d'être, monté, de mon côté, que je viens de faire le montage et la mise en ligne. Et le vendredi, vous l'avez même un petit peu avant. Donc si vous voulez être sûr de partir en week-end en écoutant Tech Café, il faut être abonné sur Patreon. C'est la meilleure manière de nous rémunérer pour notre activité, notamment pour moi qui suis à mon compte maintenant dédié au podcast et permettre de rémunérer le travail de préparation des épisodes de Guillaume Poggiaspala dont vous bénéficiez déjà aujourd'hui. C'est sans engagement, vous pouvez même faire des abonnements annuels pour faire baisser la facture. Et vous devriez aussi vous poser la question, est-ce que l'info dans Tech Café, vous êtes dans votre boulot? Parce que si c'est le cas, évidemment, il faut inviter à faire une note de frais auprès de votre employeur, auprès de vos RH pour prendre ça en compte. Je pense que c'est important. Patreon.com/techcafé. J'imagine aussi parfois, vous vous dites, oh là là, j'ai pas le temps, faut aller remplir des formulaires, etc. Et sans rigoler, je vous mets au défi d'y passer plus de 20 secondes. Si vous n'êtes pas inscrit sur Patreon, sur la version gratuite, 20 secondes. Il y a même la possibilité de vous connecter à votre compte Google, votre compte Apple ou pour les plus téméraires avec votre compte Facebook. Ça prend 3 clics. Voilà, je vous mets au défi. Si vous pensez que c'est long, allez-y, patreon.com/techcafé. Vous allez voir, dans 20 secondes, vous êtes inscrit. On continue sur les infos de cet épisode de Tech Café. On peut maintenant commander un robot sur AliExpress pour le prix d'une Twingo. Un vrai robot, hein, je rigole pas, un vrai gros robot avec 2 jambes, 2 bras. Mais si, c'est peut-être votre meilleur coach breakdance, votre meilleur compagnon de running, celui qui promènera votre chien pendant que vous êtes en week-end. Ironie du sort, ce sont des humains en viande qui vont vous le livrer. En tout cas pour le moment, Guillaume. Ouais, on est dans une époque tellement cyberpunk que tu peux commander ton humanoïde sur AliExpress et sans doute bientôt sur Temu, hein, et qui coûte 5500 € dans sa version de base. C'est évidemment assez cher, mais pour le prix, tu as quand même un humanoïde complet. Il s'appelle Erwan, donc ils viennent de Lambezelec. Non, pas du tout. Je sais qu'on l'a déjà fait avec DeepSeek, mais j'ai plus d'idées. Bon, ça marche à chaque fois. Ah, c'est donc comme le rabbit Erwan. Non, c'est donc le robot Temunator là. C'est le Unitree R1, donc R1 quoi. Hein, voilà, il s'appelle R1. C'est bluffant. Et il fait 27 kilos quand même. Il fait 1m23. Il est très agile. Il a 26 degrés de liberté. Il peut courir, se relever tout seul si tu lui mets un kick. Porter des charges de 2 kilos. Bon, il va pas trop t'aider pour les courses, mais enfin voilà. Il est équipé d'un processeur 8 cœurs avec un NPU, le tout connecté en Wi-Fi 6 et en Bluetooth, voilà. Et puis avec ce petit corps de tout frêle de lâche, il va pouvoir faire pas grand-chose. Parce que en réalité, c'est un Android qui n'est pas autonome. Hein. Pour le premier prix, en fait, pour l'entrée de gamme, vous avez un Android que vous devrez télécommander. Vous devez le téléopérer, quoi. Pour le programmer, il faudra... Enfin, vous pouvez le programmer là pour faire des suites de mouvements, effectivement. Mais si vous voulez qu'il ait une IA, enfin une certaine autonomie, il faudra la programmer vous-même. Ou télécharger un truc, je sais pas, parce que probablement, dans le futur, il y aura ce genre d'idée. Mais là, il va falloir vous procurer un Android en version éducation, qui sera compatible avec RoboOS. Et là, vous pourrez effectivement commencer à faire commencer à utiliser, si vous voulez, le NPU pour faire des trucs autonomes, etc. Donc, à vos risques et périls. À vos risques et périls. En tout cas, là, vous avez un Android complet en vente sur AliExpress, entre un presse-agrumes et un soda facial, quoi. Et c'est vrai qu'on peut parler d'un début de démocratisation quand on en est là, quoi. Hein. Ah oui. Et il a grillé la politesse à Tesla, qui doit sortir son premier robot humanoïde d'ici 2027. Et c'est le début, hein, parce que la vraie grosse actualité de Unitree, c'est son entrée en bourse. Donc Unitree Robotics, qui est basé à Hangzhou, il est devenu le plus gros vendeur de robots humanoïdes l'an dernier, l'un des plus gros humanoïdes, enfin l'un des plus gros de Chine, je crois. Il espère lever 610 millions de dollars, donc à injecter dans de la R&D principalement. C'est pas la première boîte qui fait des humanoïdes à rentrer en bourse, il y a aussi Ubitech qui y est passé en 2023. Mais bon, Ubitech il est probablement toujours pas rentable. En Chine, on va avoir, avec les boîtes de robotique, la même chose qu'avec les voitures électriques, quoi, hein. Il y a beaucoup trop de startups en ce moment, il y en a une bonne centaine. Elles ne vont pas toutes survivre. Et Unitree, pour le coup, est plutôt bien positionnée, si on regarde un petit peu le panel, quoi, parce qu'elle est déjà rentable, ce qui est rare. Hein. Elle fait 90 millions de bénéfices nets en 2025 pour 250 millions de chiffre d'affaires. Elle en faisait que 57 millions en 2024, donc c'est une grosse croissance. D'autant que la moitié vient de l'export, donc elle exporte beaucoup. Elle produit et vend déjà des quantités modestes, mais quand même significatives de robots, hein, puisqu'elle a vendu
5500 humanoïdes l'an dernier et 30 000 robots quadrupèdes. Donc les gros chiens un petit peu à la Spot, là. Hein. De les clébards, mais moins chers, quoi. D'ailleurs, les clébards sont moins chers, mais la moitié du revenu, c'est déjà les robots humanoïdes, qui sont eux plus chers, donc ils rapportent plus d'argent par unité. C'est principalement des ventes pour l'éducation et la recherche, hein, pour le moment quand même, mais on commence à voir d'autres usages commerciaux. Les usages commerciaux et privés, c'est 17% des cas déjà. Donc c'est prometteur, il y a même des usages industriels dans 9% des cas. Ça commence doucement. Le business model est donc, disons, crédible, puisque les prix chutent, parce qu'on était sur 85 000 $ il y a 3 ans, hein, pour un robot humanoïde. Regarde aujourd'hui. Putain, t'imagines, ouais, Mais bien que les prix chutent, ils font plus d'argent, ils vendent beaucoup plus, évidemment. Unitree veut vendre 75 000 humanoïdes et 115 000 robots chiens, encore robots quadrupèdes, dans les 5 prochaines années. S'ils peuvent les produire, hein, vu le bordel que devient les chaînes d'approvisionnement mondiales actuellement, hein, autant matières premières, énergie, les puces, tout ça, bon, bref. En tous les cas, on n'en est pas aux millions de robots partout prévus par Tesla, mais c'est peut-être aussi un poil plus réaliste. Hein. Les robots arrivent petit à petit, au rythme de leur petit cerveau moteur, hein, sur leurs petites jointures hésitantes. Il y a des progrès constants quand même aussi dans l'autonomie et dans les généralités qui donnent aussi, qui me donnent bon espoir d'avoir une boniche en plastique avant ma retraite, hein, ce qui, vu les politiques actuelles, ne sera pas difficile. Tout ça pour introduire une nouvelle IA de robots qui s'appelle Gen 1, qui veut être le chat GPT des robots. Alors vous savez, on a des moments comme ça, on a les moments mid-journée. Mid-journée, c'est quand on a réalisé qu'un logiciel savait dessiner mieux que nous. Et puis on a un moment de chat GPT quand on a réalisé qu'il savait écrire mieux que nous. Et bon, ben là c'est pareil, c'est avec le pliage c'est avec le pliage de culotte. Bon. Plus précisément, en fait, il s'agit d'un moment GPT-3, on va dire, puisque au moment de GPT-3, on a réalisé que la taille compte. Oui, je sais, j'insiste beaucoup là-dessus, mais bon, que vous voulez. Décidément. GPT-1, il était tout petit, c'était un proto, et il servait pas à grand-chose. Hein. On l'a multiplié par 10, on a eu GPT-2 qui savait écrire des phrases correctes, mais bon, pas beaucoup plus. Et puis, on l'a encore multiplié par 10, et hop, il a écrit de la poésie gothique. Bon. C'est ce phénomène de passage à grande échelle qui a démultiplié les capacités de généralisation des IA, et qui leur donne des capacités qui parfois même nous surprennent. Et ben c'est pour ça, c'est comme ça que Gen 1 est présenté, on va dire, mais pour les travaux manuels. Donc Gen 1 a été entraîné sur un dataset beaucoup plus massif que son prédécesseur, hein, qui s'appelait Gen 0, du coup. Il transfère beaucoup plus facilement les savoir-faire d'une tâche à l'autre. Et il est aussi beaucoup plus fiable sur une plus grande variété de tâches. Il est capable de corriger ses erreurs. Donc s'il fait tomber un truc, s'il peut arriver, voilà, il fait tomber un truc, il le ramasse. S'il pousse un objet sans le faire exprès que ça tombe ou que c'est pas dans la position prévue, ben il n'est pas immédiatement en panique. Il a une certaine robustesse vis-à-vis de ça. Et effectivement, il arrive aussi à gérer les objets mous, et il arrive à plier magnifiquement un caleçon marsupilami, même quand tu l'enquiquines, c'est parce qu'évidemment les chercheurs sont sans pitié, quoi. Donc ils prennent le caleçon, ils le retournent, ils bougent les trucs et tout, mais il arrive quand même à plier son caleçon marsupilami. Ce que perso, j'ai du mal à faire, moi j'ai horreur des trucs mous, hein, comme le linge en général, c'est horrible. C'est quoi un caleçon marsupilami? Il a juste les motifs du marsupilami dessus? Oui, bien sûr, c'est un caleçon avec un marsupilami a une grande queue. Qui n'a Donc pas eu, j'essaie de... qui n'a pas eu un caleçon d'accord. marsupilami dans sa vie, voyons. Oh, moi Moi, mais comme t'arrêtes pas de dire tout à l'heure que la taille compte et tout, que le marsupilami a une grande queue, je me demande s'il y a un sujet. Tu crois vraiment qu'il y a un sous-texte? Non. Je sais pas, j'espère pas. Tu sais que je me disais tout à l'heure, si on trouvait un sens, une utilité, moi j'en ai pas trouvé, mais à 6 000 balles, ça vaut presque le coup de faire un financement participatif pour avoir le robot Tech Café, tu vois, qui irait faire une tournée. Mais franchement, je vois pas ce qu'il ferait. Je comprends pas ce qu'on pourrait en faire d'un truc comme ça. Qu'est-ce que nous on ferait déjà? Bah, je sais pas, toi, j'imagine que t'aurais plein d'IA que t'aimerais installer dessus et le tester et voir et le triturer et tu lui ferais vivre des mauvais quarts d'heure. Ça, j'en ai pas un seul doute. Moi, je ferais Mumus 2 minutes, mais en fait, je sais pas ce que j'en ferais, donc je sais pas. Écoute. À voir. Par contre, c'est sûr que si on en avait un, on le peindrait en jaune flash, là, avec Tech Café dessus. Ou peut-être pas, d'ailleurs, j'en sais rien. Bon, bref, allez, une des innovations parmi les prometteuses arrive, et c'est pour la lutte contre le cancer, Guillaume. Et oui, puisqu'on a vu que l'IA était trop occupée à générer des téléréalités complètement skibidi pour guérir le cancer, comment on fait? Bon, comment se débarrasser efficacement de cette grosseur testiculaire inquiétante là? Eh ben, il reste les bonnes vieilles méthodes. C'est toi aussi. Hein. La radiothérapie. La radiothérapie, c'est une bonne vieille méthode. Hein. C'est presque systématique d'ailleurs dans les traitements. Ouais. La radiation, c'est pas bon pour la santé et c'est pas bon pour les tueurs non plus. Donc on en envoie un paquet pour la flinguer, quoi. Ce qui peut marcher, mais en général, ça crame un petit peu beaucoup ce qu'il y a autour aussi. C'est très problématique.
Mais depuis 2014, il y a un espoir qui commence à se concrétiser pour avoir une radiothérapie beaucoup plus efficace et beaucoup moins destructrice. C'est la méthode flash. Parce qu'en général, la radiothérapie, on envoie le rayonnement, l'énergie, en fait, le rayonnement, on la voit petit à petit, par petites doses sur une longue période. Avec flash, on fait très exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on envoie une dose énorme, mais en 1/10 de seconde. Et c'est tout. Et vraiment, on envoie un gros paquet d'énergie, à tel point qu'on doit utiliser des accélérateurs de particules, carrément, pour créer un faisceau d'électrons, ou de protons, ou d'ions, qui vont aller carboniser la tumeur. Alors effectivement, dit comme ça donne modérément envie, quoi. Genre, je comprends qui aura envie de se faire laseriser sauvagement les baloches comme ça, je comprends. Et pourtant, pour une raison inconnue, ça fait beaucoup moins mal qu'une radiothérapie classique au tissu sain, alors que ça fait toujours aussi mal, voire plus, au tissu malade. Et on ne sait pas encore vraiment pourquoi. Mais il se pourrait que les cellules saines et cancéreuses utilisent l'oxygène radioactif instable qui est produit quand on envoie l'impulsion de manière très différente. C'est sûr qu'a priori, tu t'attends à ce qu'un faisceau d'électrons à haute énergie crame à peu près tout sur son passage, et ionise tout ce qu'il rencontre, et voilà. C'est le cas d'ailleurs, et en particulier, ça produit aussi des variétés instables d'atomes, d'atomes qui existent, qui étaient là, mais bon, qui se font un petit peu modifier, et de manière inattendue, ça affecte beaucoup plus les tumeurs, enfin les tissus cancéreux, que les tissus sains. Et depuis plus de 10 ans, l'expérience après expérience, sur des poissons, des mouches et même quelques humains, on a pu le constater. Donc la technique est extrêmement prometteuse et n'a presque que des qualités. Ça se fait en une fraction de seconde, et ça peut être ultra précis, ça pénètre très profond. Donc on peut faire un traitement ciblé et en une fois. T'as pas besoin de revenir pendant des semaines ou des mois pour te faire irradier la tête, C'est pas la peine, tu y viens et puis voilà. Une fois et c'est bon. On peut même d'ailleurs utiliser plusieurs types de particules qui ont chacune leur avantage. T'as les électrons qui sont très légers et très maniables, très faciles à contrôler, qui sont bons pour les traitements de surface surtout. Et puis tu peux les combiner en multifaisceaux pour cramer des tumeurs qui ont des formes variées, Voilà, c'est toutes 50 nuances de tumeurs. T'as les protons plus lourds, plus énergétiques qui pénètrent profondément, ils peuvent quasiment te traverser, et les ions de carbone qui sont encore plus précis et efficaces. Le souci, c'est qu'ils sont aussi plus complexes à manipuler, les protons et surtout les ions, et à accélérer, parce que ça demande des équipements plus lourds. Parce que c'est ça le bémol, c'est que il faut avoir un petit matos quand même pour créer ce genre de faisceau. Ouais. Accélérer des particules, on sait très bien le faire au CERN. Et c'est grand. Oui, voilà. L'accélérateur de particules, il est grand. Oui, alors en fait, il y en a plusieurs. C'est ça qu'il faut voir aussi, c'est qu'au CERN, il y a plusieurs accélérateurs de particules et tu n'as pas besoin du LHC non plus. Le LHC qui fait des kilomètres, tu n'as pas besoin. Il y a des recherches là-dessus au CERN, effectivement, mais ils utilisent un accélérateur linéaire beaucoup plus petit pour faire des tests dessus, mais ça n'a rien à voir avec les très très hautes énergies. La technique commence à sortir des labos d'ailleurs, mais tout juste. Il y a des projets de construire des accélérateurs hospitaliers tout en un, où on fait l'imagerie en 3D pour voir où taper, et on envoie la sauce dans la foulée, Donc c'est vraiment du sniping. Par contre, l'installation, elle est pas petite. Il y a une illustration dans l'article, si vous voulez aller voir l'article dans les notes, il faut avoir un peu de place quand même. Mais c'est pas impossible. On est né au tout début, puis c'est vrai qu'il y a 30 ans aussi, une IRM, c'était tout nouveau, très cher, super rare, tu vois. Peut-être même moins de 30 ans, d'ailleurs, je sais pas exactement quand ça a été introduit. Bon, là, à partir d'aujourd'hui, il faudra sans doute attendre une dizaine d'années pour que les traitements flash se démocratisent. Mais ça va sans doute arriver, parce que malheureusement, le cancer est un marché tellement énorme. S'il est possible d'avoir à ce point de meilleure radiothérapie, oui, ça va sans doute se faire. J'en profite pour rappeler qu'on a aussi, on met à dispo maintenant Tech Café aussi en vidéo, et c'est un des intérêts. Si vous voulez voir à quoi ressemble l'engin, il est effectivement assez énorme. Dans l'article, on sent que c'est pas un petit truc, on va continuer avec. Par contre, juste, tu disais 2014. Du coup, si je dis pas de bêtises, ça fait donc une douzaine d'années que le truc est en cours de développement. C'est pour ça aussi que je trouvais ça enthousiasmant, c'est que j'avais l'impression qu'il allait peut-être pas falloir attendre encore 10 ans pour que ça se démocratise. C'est peut-être pas si relatif. simple, mais... En fait, en 2014, on a découvert le phénomène, et au début, les gens y croyaient pas. Parce que, comme j'ai dit, c'est extrêmement contre-intuitif. C'est-à-dire que, je veux dire, tu crées un faisceau de très haute énergie, tu l'envoies dans un tissu vivant, normalement ça tue le tissu vivant, puis basta, tu vois. Et donc, le fait que ça tue sélectivement les tumeurs et pas le reste, ça a été une surprise tellement énorme qu'au début, en fait, il y a plusieurs années où les médecins n'y croyaient pas du tout. Et finalement, petit à petit, ça a été démontré, Et maintenant, on essaie d'affiner les trucs et de passer à des machines qui soient suffisamment accessibles, on va dire, pour que les hôpitaux, au moins les gros hôpitaux, puissent commencer à se l'offrir, C'est ça, on est sur le passage, si tu veux, au produit, Voilà. Ouais.
Ce qui est étonnant, c'est qu'en général, ça a plutôt le schéma inverse. C'est-à-dire qu'on fait de la recherche et puis en faisant de la recherche, après on fait les expérimentations. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu des expérimentations qui ont eu lieu un peu avant l'analyse de la recherche. Mais du coup, je me pose la question, comment est-ce que leur est venue cette idée d'aller pulser de la grosse, de la grosse énergie comme ça d'un coup, très rapidement? Je sais pas d'où ça vient, ce serait intéressant d'avoir l'histoire derrière. Bon. On continue en tout cas avec les sujets santé. Tu nous as repéré une idée aussi enthousiasmante que flippante, l'idée de nous créer des copies parfaites de chacun d'entre nous en tout point. Des clones, mais sans l'intelligence qui va avec pour s'en servir en cas de besoin pour nous soigner ou nous réparer. En fait, attends, des doubles de nous débiles, c'est pas le concept de faire des enfants ça en fait, Guillaume? Et ça dépend comment, mais ça dépend, mais ça peut être le cas, ça dépend comment tu les élèves, hein. Ouais, Rien que j'avoue. pour toi, j'ai trouvé une histoire de biotechnologie bien dégueulasse quand même Ça parce que m'angoisse. bah oui. Il existe une malformation génétique qui fait qu'un enfant peut naître pratiquement sans cortex, avec une sorte de cerveau minimal, la tête étant pratiquement remplie uniquement de liquide. Donc le corps peut vivre, avec une assistance quand même, mais il y a pas de conscience. Enfin, autant qu'on puisse en juger, il y a pas de cerveau, donc bah, il y a pas de On conscience, espère, quoi. hein. Et c'est super! C'est génial! Parce que ça C'est tellement ouvre génial. c'est tellement génial! Parce que ça ouvre des horizons, parce qu'un corps sans cerveau, est-ce que c'est une personne? Ben non, c'est un Hein, sac à hein. organes. Et là, je suis obligé de te demander si tu as vu le film The Island, Je avec suis pas Scarlett sûr, Johansson. non? Non, je l'ai pas vu. Non, non, Entre autres, non, mais je bon, surtout confonds avec Scarlett un autre Johansson. film. Non, non. C'est un film pas franchement inoubliable d'ailleurs. C'est un film qui a 20 ans déjà, hein, et dans lequel tu as des enfants qui sont en fait des clones de riches clients qui sont élevés sur une île paradisiaque pour servir de banque d'organes. D'accord. Donc ils sont peinards Ah oui, jusqu'au non, je jour l'ai où clairement pas vu. jusqu'au jour où on vient prendre leur foie ou leur cœur, quoi, hein. Ah d'accord, Et OK. oui. Donc alors tout ça, c'est pas très éthique évidemment, mais si les gens de The Island, ils avaient pas de cerveau. Et là, je parle pas de la Non. série télé, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, parce qu'il paraît que c'est la pire série, de Netflix, The Island, c'est ça, non? Enfin, une des pires, une des plus mal notées, non? Attention, je sais pas si ouais, non, mais je sais pas parce qu'il y a Love Island, donc là, auquel cas, effectivement, en fait, ça s'applique. Et The Island, c'est pas un truc de survie? En fait, il me semble qu'il y a une série, une des pires séries notées, qui est, un peu sur le même principe que Lost, mais en bien plus nul et Oui, je oui, crois c'est que c'est une ça, des c'est un pires truc séries. Ouais, c'est de ça? survivaliste, là. Oui, 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 Ah oui, oui. d'accord, OK. D'accord. Il me Bon. semble que c'est un truc comme ça. Enfin bref, donc en gros, donc ouais, voilà, en gros, effectivement, tu as des banques d'organes Ouais. sans cerveau, qui sont des corps sous perfusion, quoi, qui sont donc non fonctionnels. Ils sont sans conscience, quoi, donc ils sont pas fonctionnels. Alors, est-ce que ça serait bon, du coup? Est-ce que si on avait un corps comme ça, non fonctionnel, est-ce que tu pourrais, aller choper des pièces dessus? J'ai conscience que j'ai l'air de péter des câbles, hein, en racontant ce genre de truc, mais en fait, c'est pas ça. Ça, c'est le pitch d'une nouvelle start-up que je suis en train de vous faire. Oh Parce que, putain! il y a des entreprises qui pensent à ça déjà. Il y a déjà au moins, hein, qui s'appelle R3 Bio et qui est très secrète et qui veut surtout pas trop que ça se sache, en fait, parce que, bon, Mmh. pas très appétissant. C'est fondé par John Schloendorn, voilà, qui est un familier des bio-entreprises non conformistes, on va dire. Officiellement, la boîte ne travaille sur rien d'aussi avant-gardiste, mais ils Mmh mh. essayent de voir s'ils pourraient pas provoquer la naissance de singes sans cerveau déjà. Ce serait un premier pas intéressant. Alors même si c'est secret, MIT Technology Review a recueilli des témoignages comme quoi la possibilité d'avoir des clones sans cerveau comme banque d'organes fait partie des discussions pour le futur. Ils ont des Schlond PowerPoint sur le sujet, quoi. c'est oui, oui, avec des belles photos de bébés sans cerveau, c'est assez intéressant. Il y a montre sur YouTube. Donc, Oh, c'est dégueulasse! Non, je peux pas. Schlendorn est aussi, est proche de gens très riches et très intéressés par l'extension de la longévité. Et disons, l'extension de la longévité vraiment à tout prix, quoi, tu vois? Et les Ouais, discussions dans les milieux, ils peuvent partir vraiment, dans ce milieu, ça peut parler très, très loin. Avoir un ouais. clone de soi à qui on pourrait prendre des organes plus jeunes pour rajeunir soi-même un petit peu, voire dans un futur lointain, implanter son cerveau dans le clone, parce que le clone n'a pas de cerveau, donc bah, tu mets le tien dedans, quoi, voilà. Et du coup, bah, pof, 50 ans de vie supplémentaire, quoi, tu vois? Waouh! Mmh. Ou peut-être juste 10 ou 20 ans si tu te fais une transfusion complète de sang frais, parce qu'on sait que ça peut marcher, ce genre de truc aussi. Ça déplairait pas à Poutine ou à Xi Jinping, qui apparemment discutent de ça et se verraient bien dans la tête de leur pays dans 50 ans toujours, ça les dérangerait pas. Pour le moment, rien de tout ça n'est au point, hein, même si le clonage humain est théoriquement possible. Juste super difficile, super cher et surtout super pas éthique, mais bon voilà, c'est techniquement possible en tout cas. Et il y a des gens qui réfléchissent sérieusement à la faisabilité de ce qui est littéralement le scénario d'un film dystopique. Là où ça m'interroge, c'est, je pense qu'il y a quand même une grosse limite, c'est que j'imagine si tu enlèves le cerveau, d'un être vivant, j'imagine qu'il y a quand même plein d'autres trucs qui fonctionnent plus très, très bien, quoi. Enfin, Non mais je en fait, tu enlèves rien, hein, le truc c'est que, il faut non, mais faire quand tu naître ces cons trucs sans cerveau. voilà,
Mais quand tu fais naître un singe sans cerveau ou un humain sans cerveau, Oui. j'imagine qu'il est quand même moins viable qu'un humain avec cerveau, Mais tu il vois est ce pas que je veux viable dire? puisque déjà il mange pas, il boit pas, donc il faut l'alimenter. Il faut Mais c'est horrible, j'ai des il faut scènes l'alimenter d'horreur dans des sous oh, ah ben il faut bien sûr, il faut qu'il soit sous perfusion et tout. Enfin, je veux dire, il faut lui filer à bouffer, à boire, enfin, c'est tu vois? c'est une des infos les plus cauchemardesques que tu m'aies fait. Je sais que parfois tu me sors des trucs vraiment horribles avec des des processeurs à base de neurones de cerveau et tout, mais celle-ci, c'est une des pires que tu m'aies faites franchement, c'est horrible. Bon, mais allez, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en plus elle est très intéressante, mais bon. On va revenir à des fondamentaux, des choses sur lesquelles j'ai voilà un petit peu de confort, Guillaume. Retournons vers Intel parce qu'il y a plein d'infos sur Intel et j'allais dire presque sans autre forme de procès aussi. Oui, il y a pas mal d'actu sur Intel cette semaine, un petit peu sur tous les plans. On va faire un petit tunnel du coup. On peut commencer par l'annonce conjointe Intel Samba Nova, qui vont proposer des serveurs spéciaux pour l'IA avec des Xeon et des puces Samba Nova. On pourrait rapprocher ça de la nouvelle offre de Nvidia avec les puces Grok, sauf que là en réalité c'est plus un partenariat très classique. Parce que, en gros c'est un kit quoi, hein, c'est un format de serveur en kit. Chez Nvidia, ils fournissent toutes les puces et voilà, c'est clé en main. Vous avez donc les CPU Vera, les GPU Rubin pour l'entraînement, aussi pour la digestion de prompt. Et en gros, pour tout ce qui est de la très haute intensité arithmétique, vous avez donc les puces Nvidia. Et puis, si vous voulez, vous pouvez avoir un rack supplémentaire de puces Grok qui est là pour la génération de mots, qui elle est très demandeuse en bande passante et donc un peu moins en calcul. Bon, de manière analogue, Intel propose des serveurs avec des CPU Xeon 6 et des puces Samba Nova dont le rôle est le même que celui des puces Grok. C'est-à-dire qu'elles ont un pool de mémoire qui est tout petit par puce, donc il faut beaucoup de puces, hein, mais bon voilà, c'est de la mémoire extrêmement rapide. Par contre, eux, comme Intel, ils n'ont pas d'accélérateur de GPU équivalent, en fait, vous mettez le vôtre. Donc c'est pas une solution tout intégrée clé en main, mais c'est aussi plus flexible. Et vous n'êtes pas obligé d'opter pour la solution maximaliste de Nvidia, consomme beaucoup et qui est donc water coolé, etc. Vous pouvez réutiliser Mmh. votre propre infrastructure de serveur plus facilement aussi. En fait, Intel essaye juste d'exister sur le marché de l'IA, quoi, hein. Il pourrait y arriver par des voies assez détournées, peut-être plus que via Samba Nova d'ailleurs, parce que industriellement quand même ils avancent, hein, ils ont des atouts. Par exemple, le packaging. On en parle moins évidemment que la fabrication de puces elle-même, parce que c'est peut-être plus sexy, mais c'est aussi très intéressant le packaging. Je parle pas des cartons d'emballage, hein, on parle de comment créer des puces finies, on va dire, des puces voilà, complètes, à partir de briques fonctionnelles. Donc à partir de chiplets, de petits morceaux de Lego de puces, quoi, qu'on assemble en 2D, en 2D et demi, voire en 3D, c'est-à-dire que les briques se disposent chez Intel côte à côte, ou bien l'une sur l'autre. Intel a une usine au Nouveau-Mexique qui est spécialisée là-dedans, et ils ont beaucoup investi, et ils proposent l'état de l'art, désormais. Qui sont tout à fait au niveau de l'offre de TSMC, qui offre aussi ce type de service, mais comme ils sont sous l'eau, voilà, comme ils sont de toute façon surbookés, Intel devient une alternative très attrayante. Comme son business de fonderie, il démarre doucement, c'est normal, hein, il doit encore convaincre, il faut qu'il trouve des clients, tout ça, il est même possible que pendant quelques années encore, que pendant quelques temps, le service de packaging pourrait gagner plus d'argent finalement que la fabrication de puces proprement dite. C'est un savoir-faire qui est quand même assez délicat et assez rare. On a déjà parlé plusieurs fois, hein, les technologies de packaging chez Intel, ça s'appelait Foveros, puis EMIB. EMIB, c'est pour Embedded Multi-Die Interconnect Bridge, donc le pont d'interconnexion multi-die embedded, donc voilà, intégré. Donc effectivement, ça connecte les die entre eux, hein, ça dit bien ce que ça veut dire, hein. Vous avez des die de calcul, un GPU, un CPU, voilà, je sais pas, des entrées-sorties. Tout ça, c'est des die, et puis vous les connectez entre eux, quoi, hein. Et puis là, ils viennent de sortir une révision qui s'appelle EMIB-T, qui améliore la version standard de la technologie en ajoutant des trous qui traversent le silicium, donc TSV, donc c'est Through Silicon Via, donc c'est vraiment des trous qui traversent le silicone qui permettent une connexion en volume, une connexion en 3D, et qui permettent aussi d'alimenter directement les puces en énergie. Du coup, t'as pas juste le signal, t'as aussi aussi le jus quoi qui passe dedans. Et donc, ça supporte des mémoires haute performance comme la HBM4, et ça, c'est hyper utile d'ailleurs aussi pour les futurs processeurs IA qui vont en utiliser. Et l'ancienne génération pouvait pas gérer ça, donc c'est une belle évolution. Et puis, autre percée prometteuse pour les finances d'Intel, c'est, dans le domaine industriel en tout cas, c'est la fabrication de semi-conducteurs au nitrure de gallium qui s'améliore. Intel a franchi une étape majeure en produisant le plus fin de tous les chiplets, ils ont fait donc des chiplets, donc des petits die comme ça, au nitrure de gallium qui sont d'une épaisseur de seulement 19 micromètres. Donc le nitrure de gallium, c'est ce qui est écrit GaN en fait, hein, gallium nitride, Mmh. GaN.
C'est un truc voilà, qu'on voit assez souvent, on en voit sur les transformateurs, hein, sur les petits adaptateurs, on en voit parfois. C'est assez utile dans l'électronique de puissance. Parce que contrairement au silicium traditionnel qui atteint les limites physiques en termes de chaleur et de taille, le gallium et les technologies hybrides au gallium, elles offrent une densité de puissance supérieure, mais une meilleure résistance à la température. Donc avec des wafers de silicium standard de 300 mm, on a une production qui reste compatible avec des usines existantes, qui vont faciliter le déploiement. Ça permet d'intégrer directement des circuits numériques de contrôle avec des transistors GaN qui sont faits pour la gestion de puissance, des puissances supérieures. Ou en tout cas des environnements où la chaleur est importante, ce genre de truc. Donc on économise de l'énergie et de la place. Et puis pour finir, parce qu'ils ont quand même une grosse accu... Au passage, on Oui, voit dans l'image, c'est 300 mm, donc c'est assez large, mais c'est sur 19 micromètres, c'est ça? oui. C'est hallucinant la finesse du truc, oui, en fait. carrément. Enfin, on se rend pas compte, mais c'est de la dentelle, quoi. Bon, OK, T'imagines, impressionnant. ça pour couper le saucisson, t'imagines, du beurre. Ça te fait les tranches de T'imagines saucisson les la plus fines finesse du de la monde. lame, incroyable. J'imagine. Allez, on continue avec Intel. Pardon. Oui, on continue avec Intel, puisque ils ont un dernier truc qui est assez marrant. Bon, c'est pas vraiment une news ultra récente, c'est de quelques semaines, mais bon, c'est intéressant, parce qu'on n'en parle pas trop. C'est l'histoire d'Héraclès. Voilà, ils ont fait un gros travail, et Héraclès, il a fait un gros travail. Bon, il y en a 11 autres qui attendent, mais quand même. La nouvelle puce d'Intel, c'est pas un produit commercial. Héraclès, vous ne le trouverez pas en magasin. C'est un prototype de processeur à chiffrement homomorphe. Ah ben voilà, c'est mieux quand c'est homomorphe. Alors, homomorphe, en grec, ça veut dire même forme. Et le chiffrement homomorphe, c'est un type de chiffrement très particulier qui permet de faire des calculs directement sur les données chiffrées. Donc, tu as des données chiffrées, encryptées, chiffrées, voilà. Tu veux faire la moyenne de ces valeurs, elles sont chiffrées. Bon, ben, normalement, tu peux pas. Tu peux pas, parce qu'il faut calculer les valeurs. Ouais. Sauf que là, avec le chiffrement homomorphe, tu peux. Tu n'as pas besoin de déchiffrer. D'accord. Tu peux directement prendre les données chiffrées, faire le calcul, et tu obtiendras une donnée, la bonne valeur, malgré tout, sans avoir jamais connaissance des données originales. Donc c'est super. Quel usage on peut avoir, ça? C'est de la statistique, par exemple, sur des données personnelles, comme ça on viole pas la confidentialité des données personnelles et on peut quand même faire de la statistique. Par exemple, absolument tout. Je veux dire, on peut même imaginer des IA parfaitement, parfaitement privées, parce que si tu peux faire des calculs sur des données chiffrées que tu n'as jamais besoin de déchiffrer, en fait, le chiffrement de bout en bout, il s'arrête jamais. Tu vois? Ouais, d'accord, OK. Alors que, normalement, le chiffrement de bout en bout, il s'arrête à un moment, parce qu'à un moment, il faut bien utiliser les données, quelles qu'elles Je soient, en comprends. fait. Ouais, Ça peut d'accord. être Ah oui, n'importe quoi, ça excellent. peut être effectivement des statistiques, des votes, ça peut être ce que tu veux, quoi. Ça peut Ah être, ouais, ah oui, ça ouvre des possibilités. OK, d'accord. Je voyais pas spontanément quels étaient les cas d'usage. Je commence à les voir. Ça marche. et donc, il y a évidemment, il y a un problème, parce que tu imagines, tout ça, c'est pas aussi simple. Il y a un petit problème, c'est que les données chiffrées sont beaucoup plus grosses que les données non chiffrées. Alors ça, c'est très bizarre, c'est une particularité vraiment de ce type de chiffrement. Parce que nous, on a l'habitude que les données chiffrées aient la même taille que les données en clair. Je veux dire, tu chiffres, normalement, tu chiffres tes données, c'est pareil, quoi. À peu de choses près, ça fait la même taille. Là, c'est pas du tout le cas, c'est beaucoup, beaucoup plus gros. Et donc, du coup, ça demande aussi énormément plus de calculs. Parce que tu fais des données sur beaucoup plus de données, enfin des calculs sur beaucoup plus de données quand elles sont chiffrées Ouais. de manière homomorphe. C'est pour ça qu'en général, en pratique, le chiffrement homomorphe, il est quasiment jamais utilisé. Même si en théorie, n'importe quel processeur est capable d'en faire. Mais bon, c'est des milliers de fois plus long. Donc Intel s'est lancé dans la conception d'un processeur spécialisé pour Ah, c'est accélérer, génial. en particulier, toutes les opérations qui sont très très utilisées dans le chiffrement homomorphe, OK. et puis avec de la mémoire ultra rapide. Il y a 48 gigaoctets de HBM. Héraclès, OK. c'est le plus gros processeur spécialisé dans ce truc-là, de loin, donc facilement 10 fois plus gros que tout ce qui a été fait ailleurs. Et il est efficace, donc il y a un calcul qui a pris 15 millisecondes à un Xeon haut de gamme qui a été fait en 14 microsecondes, donc soit plus de 1000 fois plus vite, par Héraclès. Et quand OK. vous avez des millions de calculs comme ça à faire, vous faites des statistiques Ouais. par exemple sur des millions et des millions d'enregistrements, la différence, elle se fait sentir très très vite. Donc Héraclès, c'est encore un gros truc watercoolé, bon voilà, c'est encore un prototype, mais il démontre que ce type de chiffrement pourrait être utilisé en pratique à grande échelle, surtout dans un futur proche. En tout cas pour des applications qui nécessitent vraiment une confidentialité parfaite. Ah, trop bien, excellent. Merci beaucoup pour cette pépite, effectivement, qui datait de mars, mais c'est génial que tu puisses nous la mettre en lumière.
on continue avec les systèmes d'exploitation et le domaine de la souveraineté. Un système d'exploitation français est en train de se mettre en place pour continuer à gagner en souveraineté et nous affranchir des géants de la tech des États-Unis, Guillaume, entre autres. Et oui, pendant ce temps, nous, qu'est-ce qu'on fait? On se lance dans une tâche aussi dantesque presque que de créer une zone industrielle sur la Lune, hein, c'est se débarrasser de Windows. C'est un gros sujet, quand même. C'est Et vrai. on en parle en filigrane dans cet épisode. Voilà, on en parle en filigrane dans tous les Dans le dans cet podcast. épisode, dans tous les épisodes quasiment, on en parle un petit peu. S'il y a des tensions de plus en plus importantes entre les deux bords de l'Atlantique, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour essayer de devenir un petit peu moins dépendant de la technologie américaine. oui. Et c'est pour ça que le gouvernement lance deux nouveaux systèmes d'exploitation, Bureautix et Securix. Et ça fait totalement j'adore. Astérix. Et c'est voulu, à mon C'est avis, clair. c'est totalement voulu. C'est clair, c'est tellement voulu. Même si c'est aussi sans doute une allusion au X de Linux et Unix, hein, bien entendu, mais voilà. Ouais. Mais c'est marrant. Alors, c'est pas vraiment des distributions, c'est plus des configurations de NixOS. Puisque NixOS est une distribution Linux qui a ses propres particularités. Donc, tu dis ce que tu veux et le système installe tout pour que ça marche. Tu dis les fonctions que tu veux, tu déclares les fonctions que tu veux, et puis après, le système se démerde pour que ça fonctionne. Donc, on déclare les fonctionnalités et le système de paquets derrière, il se débrouille, et puis voilà. La gestion de mise à jour est très sécurisée, parce qu'elle est atomique. S'il y a un problème pendant une mise à jour, le système va rester complètement fonctionnel. Après un redémarrage, tu auras la version d'avant, c'est tout. Donc, Bureautix et Securix, en fait, c'est deux configurations différentes d'une base NixOS. Et leur nom indique assez bien quels sont leurs cas d'usage. Hein. Bureautix, je vous fais pas de dessin. Securix, il s'agit aussi d'une base de travail pour un système destiné à être ultra sécurisé, mais vraiment le genre où il n'y a carrément pas de connexion Internet et tu as ta clé USB chiffrée pour déverrouiller l'appareil, quoi. Donc des trucs vraiment bétonnés. Ces configurations sont un peu des modèles, finalement, sur lesquels les agences pourront se baser pour créer leur propre environnement de travail. Pour le moment, on est loin d'une grande migration, parce que ça va commencer avec un peu moins de 250 agents. Mais il faut bien commencer quelque part. Et on constate de plus en plus que la fonction publique se tourne vers des solutions libres et souveraines, comme avec Visio ou Chap. Et évidemment, on ne peut que s'en féliciter. Je suis très enthousiaste de la tournure des choses. Il y en a plein qui regardent ça en disant « Oh là là, ça va vraiment pas vite, c'est vraiment timide, etc. » Je pense qu'on ne se rend pas compte de la portée que peut représenter ce type de changement. Et de voir que ça se met en place, franchement, moi, je trouve ça trop cool. On continue avec un avis d'obsolescence avec les processeurs. Alors, ça ne nous rajeunit pas. On parle de 3 nanomètres, 2 nanomètres. Les processeurs gravés en 6 nanomètres. Qu'est-ce qu'ils deviennent, Guillaume? Il faut qu'on aille à l'EHPAD un peu pour voir qu'est-ce qui leur arrive en ce moment. Non, mais là, je pense qu'on est sur du 6 micromètres. Oh, pardon, du micromètre. Oh putain, j'avais du 600 nanomètres. Oui, mais c'est bien pire, t'as raison, du micromètre, ça. bien sûr. Je crois. Je sais pas. Attends, je vais aller vérifier en parallèle. Non, mais t'as Là, je me rends compte, en fait, que j'aurais dû parler de ça dans l'épisode numéro 486. Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est vrai, t'as raison. Mais c'est ce que... Non, alors attends, ne te flagelle pas parce que c'est entièrement ma faute. Vu que je t'ai décalé les épisodes, c'était censé être l'épisode 486. C'est vrai. Ouais, c'est de ma faute. Et oui, donc dans cet épisode, et dans ce processeur qui ne correspond pas du tout au numéro de l'épisode, mais tant pis. Effectivement, la version 7 du noyau Linux vient de sortir et la version 7.1 est en préparation et il va y avoir un événement, un triste événement. C'est un événement pour les très vieux geeks, puisque tout le monde s'en fout, bien entendu, puisque c'est le glas du support du 486, le processeur Intel sorti en 1989, sur lequel, techniquement, vous pouvez toujours installer Linux. On parle d'iOS... ça, c'est du support à long terme, 37 ans. Quand même. Voilà. C'est clair. Alors, les mainteneurs de noyau Linux, d'ailleurs, ils en ont un peu marre de ce support à très très long terme. Voilà. Ils voudraient se simplifier la vie parce qu'ils se disent que ça ne va pas gêner grand monde. Il faut quand même dire que très 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 peu de gens utilisent le support du 486 aujourd'hui. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, on le salue, force à toi. Et malgré tout, ça alourdit quand même pas mal le code parce qu'il faut émuler le support de ces très très vieux processeurs 32 bits. Donc il y a des gens qui passent quand même du temps dessus et donc c'est trop de temps. Aménager l'ancêtre là et donc il commence à en avoir devant. Linus Torvald en a marre depuis plusieurs années en fait. Il milite pour remettre à la retraite cette vénérable puce. Et là, ça va arriver. Ça va d'ailleurs affecter toutes les puces qui sont compatibles avec le 486, donc c'est les puces de Cyrix par exemple, ou d'AMD, les fameux faux Pentium du pauvre de l'époque, les 5X86, souvenez-vous. C'était les années 90, votre PC avait 16 mégaoctets de RAM. Et c'est d'ailleurs un véritable problème si vous voulez vraiment faire tourner un Linux moderne, parce que sur une machine d'époque qui a
Ouais, 486, ça peut même avoir 8 mégaoctets de RAM. Bon, vous faites pas tourner Linux dessus quand même. La plupart des distributions actuelles, elles nécessitent dans les 512 mégas 1 giga de RAM. Et même les micro-versions, c'est 128 mégaoctets, quoi. Et un Pentium 2. Une machine moderne, oserais-je dire. Donc, si vous voulez un OS moderne qui tourne sur un truc vraiment très très vieux, il faut aller sur FreeDOS, qui tourne probablement encore sur un 8088, quoi. J'ai été fact-checker le sujet, c'était effectivement 0,6 micromètres et donc 600 nanomètres. La taille, en gros, mais il y en a eu plusieurs en fait. Il y en a plusieurs tailles. Dans la famille des pourquoi, il y a celui-ci. Pourquoi ce type est allé faire en sorte d'installer macOS sur une console comme la Wii? Quel cerveau est assez téméraire pour se lancer dans une telle épreuve? Je crois, on est d'accord, Guillaume, c'est un pari raté. Bon, je sais pas, c'est un pari raté, on est Il y a des d'accord. gens comme ça, il faut pas leur dire t'es pas cap. C'est vrai, Tu leur dis t'es pas cap, c'est foutu. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui peuvent passer 10 ans à essayer de porter un système d'exploitation sur une machine juste parce qu'on leur a dit que c'était pas possible. Voilà. C'est le cas de Brian Keller, qui a réussi à faire fonctionner une version de macOS X sur une console Wii. Il s'agit de macOS X 10 Cheetah, parce que c'est hybride Intel PowerPC et que la Wii a un processeur PowerPC. Donc c'est un bon début. Mais enfin, c'est vraiment que le début. La Wii, elle a beau être super bien connue et très modable, il faut tout faire. Il y a tout à faire. Porter Linux sur une Wii, c'est de la rigolade à côté. Là, il n'y a rien, aucun pilote, rien. Il faut tout réécrire de zéro. Et tout ça parce qu'un mec sur Reddit lui a dit qu'il y avait 0 chance que ça arrive un jour. Voilà. Parfois, le plaisir de contrarier les gens peut t'amener à faire des trucs... C'est vraiment ça, alors. Ça peut t'amener très très loin, quand même. C'est vraiment un défi, alors. Moi, je savais pas que c'était ça. Non, mais si, c'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi qui a tout lancé. Après, au final, Brian, il a pris goût, le petit coquin. Oui. Il a trouvé ça très satisfaisant, puis il a énormément appris sur le chemin. Ah bah, tu m'étonnes, il a programmé un système... enfin, pas le cœur du système, mais bon, voilà. Pratiquement tout autour, il a dû le refaire, quoi. C'est un truc de fou. Est-ce qu'on peut lui lancer un autre défi, Guillaume? Je sais pas, peut-être qu'il écoute Tech Café, ce monsieur, je sais pas, il a peut-être de bon goût, quoi apporter Android sur une Nintendo DS, peut-être? Je veux pas d'emmerde avec sa femme, donc je vais pas... Maintenant qu'il a fini ça... Okay. Il a peut-être une vie maintenant qu'il a terminé ça. Donc on va le laisser bosser. Ça marche. Écoute, merci beaucoup pour cette veille très complète sur l'ActuTech. Et sur le moment que nous avons passé ensemble, vous avez pu profiter, j'espère, de l'épisode hebdomadaire aussi qui était assez incontournable sur l'ActuTech, et j'espère aussi que vous êtes abonné à Tech Café, que ce soit en podcast ou sur YouTube. Si jamais c'est pas le cas, il ne vous faut qu'un clic pour cela. Et puis vous avez entendu aussi mon défi de vous inscrire en moins de 20 secondes sur patreon.com/techcafé avec la newsletter qui arrive chaque début de semaine avec une sélection d'articles, les articles de tous les épisodes qui sont classés par thématique et quelques infos exclusives. Guillaume, la question est simple. Où on te retrouve? Écoute, moi j'ai pas de Wii, donc je peux pas installer macOS, du coup. Mais j'ai une Wii U. Certes. Que j'ai pas allumée depuis longtemps. Et aussi qu'il y avait eu des soucis avec ces consoles qui demandent de l'attention régulièrement, comme tout animal de compagnie, c'est normal. Putain, t'as raison. Dans ma cave, dans des boîtes qui, je pense, sont un peu hermétiques, je dois avoir et une Wii et une Wii U. Il faudra peut-être que j'aille essayer de sortir ça pour voir comment elle se porte. Non, à moins que le tuto soit très simple pour la prouesse et la beauté du geste, mais je crois pas. Non, la beauté du geste, c'était d'y arriver la première fois. Après, reproduire l'exercice, c'est vraiment pas fun. Je suis pas sûr d'avoir le temps non plus. Je suis Guillaume Vanté, vous me retrouvez sur YouTube et sur Twitch et même TikTok chaque vendredi matin de 10h à midi. Vous êtes toujours fidèles au poste et même, j'allais dire, un petit peu plus nombreux chaque semaine. Donc ça, c'est très cool. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. On parle de tech, mais on parle aussi d'autres sujets de la vie quotidienne. On sera ravis de vous insérer dans les échanges. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.